Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier webinaire sur le référentiel REV 3 qui a pour objectif d'accompagner et de massifier la rénovation des bâtiments tertiaires. Ce webinaire est une introduction au groupe de travail du 10 octobre prochain sur la thématique territoire et site du référentiel auquel vous êtes bien sûr conviés. Il est encore temps de vous inscrire. L'ensemble des webinaires et groupes de travail sur le référentiel REV 3 sont animés par François Septier et moi-même, Élodie Donné, tous les deux consultants bâtiments durables OCD2E et missionnés par la région Hauts-de-France pour développer ces outils opérationnels de façon collaborative. Alors, commençons par un rapide rappel sur la démarche REV 3 et ses objectifs, notamment pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents webinaires. Alors, il s'agit d'une dynamique initiée il y a une dizaine d'années et portée par la région Hauts-de-France. L'objectif principal de cette démarche est de promouvoir une région plus durable et plus solidaire. Les nombreux sujets traités sont les nouvelles énergies, la mobilité durable, l'économie circulaire, la décarbonation, la jeunesse, l'enseignement, la recherche et innovation, et enfin le bâtiment durable. C'est dans cette dernière rubrique que le cadre de référence REV 3 s'insère en s'adressant plus précisément à la rénovation des bâtiments tertiaires. Ce cadre de référence, il a été élaboré l'année dernière, en 2022, avec le soutien de très nombreux contributeurs que vous retrouverez dans les documents qui sont disponibles sur les sites de la région Hauts-de-France et du CD2E. C'est le résultat d'un travail collaboratif de longue haleine avec les acteurs et les territoires, et il a pour vocation de guider les professionnels de la filière, les maîtres d'ouvrage, les financeurs et les décideurs publics en région. Il permet d'orienter les actions, d'améliorer la qualité des projets de rénovation des bâtiments tertiaires, tout en favorisant le dialogue et la collaboration entre l'ensemble des acteurs d'un projet, et ce, sur toute la durée de ce projet. Ce référentiel est aussi un outil d'évaluation qui favorise la montée en compétences des professionnels et une aide pour l'analyse des dossiers financés par des fonds publics tels que Fratri ou encore FEDER. Le référentiel est composé de 7 thématiques: performance et efficacité énergétique, économie circulaire, énergie renouvelable, confort et santé, économie de la fonctionnalité, gestion de l'eau et enfin territoire et site. Ce cadre de référence n'impose pas d'obligation de traiter l'ensemble des thèmes et ne constitue pas un référentiel exhaustif, mais il a vocation à s'adapter aux spécificités de chaque projet afin de les faire évoluer vers l'exemplarité RF3. Ainsi, pour chacune de ces thématiques, 4 niveaux d'ambition ont été fixés. Pour chacun de ces niveaux, il y a 4 exigences socles et des exigences complémentaires. Chacune des 7 thématiques du référentiel a fait l'objet de webinaires d'introduction suivis de groupes de travail de co-construction de l'outil opérationnel. Ceux-ci vous ont été proposés tout au long de l'année 2023 selon le calendrier que vous voyez s'afficher à l'écran et qui vous a été communiqué précédemment. N'hésitez pas à vous inscrire au dernier groupe de travail si ce n'est pas encore fait. Le cinquième et dernier atelier sur lequel nous allons travailler concerne la thématique territoire et site. En effet, il est important de ne pas considérer la rénovation des bâtiments uniquement par le traitement de l'enveloppe et de l'intérieur du bâtiment. C'est également l'occasion de s'interroger sur les espaces extérieurs, leurs usages, leurs fonctionnalités. Cette prise en compte des espaces extérieurs va impacter la biodiversité qui côtoie le bâtiment. L'attraction générée par les aménagements extérieurs peut être propice à l'installation d'une avifaune indigène et aux pauses migratoires des oiseaux nomades. Préserver la biodiversité est un acte citoyen. Sa prise en compte doit se faire à chaque étape du projet de rénovation avec des solutions adaptées au contexte de chaque projet. Concernant cette thématique, le référentiel propose donc 4 niveaux d'ambition, avec pour le premier niveau 2 ambitions socles et une complémentaire, une ambition socle pour le second niveau avec 2 actions complémentaires, une ambition socle et une complémentaire pour les niveaux 3 et 4. Alors, le premier outil qui s'impose au démarrage d'un projet, c'est l'analyse de site. En effet, c'est cet état des lieux qui va permettre, au regard des constats, d'identifier les caractéristiques du site et de limiter l'impact du bâtiment dans son intégration dans l'environnement. Cette analyse de site,
permettra aussi de mettre en avant les points forts et les faibles du site, et ainsi d'adapter peut-être la programmation du projet, ou prévoir l'accès des différents flux à la parcelle. Y a-t-il une continuité de pistes cyclables à assurer, par exemple? D'un point de vue biodiversité, une prospection écologique permettra notamment d'identifier la présence d'espèces protégées ou encore d'espèces envahissantes, et ainsi de déterminer les mesures à prendre en phase chantier afin de respecter et de protéger l'environnement présent sur la parcelle. Il peut être opportun à ce stade de s'associer avec un expert en écologie afin de recueillir les données et les analyser pour formuler des conseils et des recommandations à l'équipe projet. Pour préserver la biodiversité, il s'agit de sensibiliser les différents intervenants du projet, autant en phase conception qu'en phase exécution, de définir les actions à mener pour conserver, voire améliorer la valeur écologique du site. Nous allons maintenant approfondir, comme le fait le référentiel, les façons de préserver l'état existant et d'améliorer la biodiversité sur la parcelle. Que ce soit pour un chantier de rénovation ou pour une construction neuve, le chantier est un moment clé qui doit être organisé afin de réduire au maximum son impact sur les ouvriers, sur les riverains et plus largement sur l'environnement. La charte chantier à faible nuisance répertorie les risques liés aux activités du chantier et décrit les procédures à mettre en place pour les éviter. De nombreux modèles sont accessibles, mais il est préférable de les personnaliser afin de les ajuster aux spécificités du chantier. Les principales procédures pour la protection de l'environnement concernent le bruit, la pollution de l'air, du sol, de l'eau et la gestion des déchets. D'autres procédures liées à la sécurité doivent également être mises en place. Afin que chacun puisse à son niveau adopter ces procédures, des actions de communication sont indispensables et doivent toucher l'ensemble des acteurs du chantier. Le chantier est également l'occasion de se former, notamment sur les procédures de préservation de l'environnement, la sécurité et les techniques de mise en œuvre. À titre d'exemple, la Fédération française du bâtiment a élaboré un document action intitulé Le quart d'heure environnement, qui vient apporter directement sur le chantier les bonnes pratiques pour la préservation de l'environnement. Le CD2E, quant à lui, a développé des modules de formation intégrés au travail, permettant aux ouvriers de se perfectionner, notamment sur la mise en œuvre des matériaux d'isolation non standardisés et dans les procédures d'étanchéité. Une fois qu'on s'assure de la préservation de l'existant, on va essayer d'améliorer la valeur écologique du site. Oui, mais pourquoi? Eh bien, la biodiversité, c'est l'affaire de tous. La biodiversité nous approvisionne en ressources naturelles, régule les phénomènes naturels dont nous dépendons, comme la température, le climat, la filtration de l'eau de pluie dans le sol, et nous offre de nombreux services culturels, des activités de plein air par exemple. La biodiversité, c'est surtout le fondement de tous les écosystèmes en fournissant à la faune et la flore un espace de vie. Tous ces services sont appelés services écosystémiques. Agir en faveur de la protection de la biodiversité est donc bénéfique pour la faune et la flore locale. Améliorer, valoriser et restaurer la biodiversité présente donc des intérêts qui sont à la fois économiques, écologiques et sociaux. Alors maintenant, comment on fait pour améliorer la valeur écologique d'un site? Eh bien, il y a une multitude de possibilités en fonction des caractéristiques de notre parcelle. La première chose qui peut être faite, c'est de réaliser des espaces extérieurs qui soient propices à la biodiversité. Pour ce faire, le choix des espèces plantées est très important, étant donné qu'il conditionne la fonction et la structure de l'aménagement, tout comme la fréquence de l'entretien. Il est par ailleurs essentiel de privilégier l'implantation d'essences locales et de proscrire l'utilisation d'espèces ornementales afin de favoriser bien sûr la biodiversité. Ensuite, on peut aussi agir sur le bâtiment directement. Les espèces utilisent des cavités naturelles pour nicher, se reposer ou s'abriter. Aussi, il peut être intéressant d'installer des cavités artificielles pour accueillir la faune en ville.
On en distingue différents types, nichoirs, gîtes, abris. La diversité de ces refuges est à aménager en fonction des espèces qui sont susceptibles de s'y installer, bien sûr. La taille, la forme, l'exposition, la hauteur de pose sont également des paramètres importants qu'il convient de définir avec un écologue afin d'en augmenter les chances d'occupation par la faune. Toujours sur le bâti, la végétalisation des murs et des toitures est également de plus en plus fréquente et ajoute des surfaces supplémentaires dédiées à la nature en ville. La toiture ou la façade végétalisée a vocation à être autonome grâce à une sélection de plantes capables de se développer en écosystème stable. Ce type d'installation permet notamment de protéger les parois et de lutter contre les îlots de chaleur en ville. Les façades végétalisées limitent également les écarts thermiques et optimisent l'isolation. Également, la mise en place de mares écologiques peut être étudiée si le site le permet. En effet, une mare, c'est un écosystème qui est riche en biodiversité. C'est une zone de reproduction, de refuge ou de garde-manger pour de nombreuses espèces. Dans le cas où il est possible d'en installer, les mares constituent des milieux essentiels au maintien des populations aquatiques. Elles permettent, même de petite taille, de protéger à long terme la faune et la flore en tant que refuge pour les espèces. Si l'on veut pérenniser les mesures prises en faveur de l'environnement, il est essentiel que chacun prenne conscience des enjeux associés et de l'importance de maintenir les aménagements extérieurs en bon état. Les actions de communication doivent, dès la première phase du projet, permettre à chacun de s'exprimer. Les futurs usagers doivent s'approprier le projet et devenir acteurs et responsables de sa pérennité. L'expérience des uns et des autres va permettre de mettre en place des installations pertinentes et utiles à tous. Système de compostage, jardins partagés, ruches, espaces de détente. Lorsque les surfaces disponibles le permettent, la mise en place de surfaces cultivables est un choix pertinent qui va bien au-delà de la création d'un biotope propice au développement d'une biocénose adaptée. En effet, ce type d'aménagement responsable, responsable et responsabilise d'autant plus les utilisateurs qu'ils en tirent des ressources alimentaires. La gestion des eaux de pluie est un autre exemple, permettant par exemple d'alimenter une mare, l'arrosage des espaces verts ou l'alimentation des sanitaires. Tous ces sujets doivent être systématiquement débattus et adoptés par l'ensemble des acteurs et les futurs usagers du site. Plus ces espaces seront attractifs et participeront au confort des usagers, plus les chances de les voir se maintenir et se développer dans le temps seront grandes. Ces espaces doivent être des lieux de convivialité, attractifs pour la vie faune et sécurisés pour les usagers. Le choix de l'éclairage est également très important, il doit être économique et suffisant, les maîtriser afin de ne pas perturber le cycle naturel de la végétation. Pour aller plus loin, certaines entreprises choisissent de végétaliser les toitures des bâtiments et de les rendre partiellement accessibles au personnel. D'autres libèrent des espaces pour que les employés se les approprient. Quelles que soient les orientations prises, la concertation est indispensable pour une bonne appropriation des lieux par les usagers et leur pérennisation dans le temps. Alors, pour appuyer cette thématique, nous avons notamment deux exemples de projets exemplaires sur le sujet du territoire et du site. Le premier, ce sont les fermes urbaines de Grande-Sainte qui intègrent de la production alimentaire biologique, la formation des maraîchers, la sensibilisation des habitants à l'alimentation durable. Le second projet, c'est le jardin de la chlorophylle à Roubaix, qui est un espace consacré à la nature, issu de la requalification d'une friche urbaine et situé autour d'une maison bioclimatique construite avec des matériaux biosourcés. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces deux sujets qui pourraient vous inspirer lors de vos nouveaux projets. L'outil d'analyse se présente sous un format Excel. Il se veut simple d'utilisation et permettra d'accompagner les projets en fournissant une évaluation aux différentes étapes clés de l'opération. Les marges de progression apparaissent rapidement et incitent l'utilisateur à développer certains sujets
pour atteindre une performance globale satisfaisante. L'objectif des groupes de travail thématiques est bien de compléter cet outil avec des prescriptions précises qui seront demandées pour chacune de ces exigences. Voilà, nous avons parcouru les enjeux et ambitions concernant la thématique territoire et site. Nous vous donnons rendez-vous le 10 octobre pour l'atelier de co-construction qui aura pour objectif de répondre aux questions qui ont été évoquées dans ce webinaire. N'oubliez pas de vous inscrire pour cet atelier sur le site internet du C2E si ce n'est pas déjà fait. On compte sur votre présence. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera les trophées Rêve 3, lors desquels nous ferons une restitution du travail de co-construction qui a été fait tout au long de l'année. Merci de nous avoir suivis sur cette présentation et sur l'ensemble des webinaires que nous vous avons proposés cette année. Et on vous dit à très bientôt.